Donc dans le dernier cours, on a étudié comment les républicains diffusent la culture républicaine, mais aussi la culture française, une sorte d'identité nationale en France, en cette fin du 19e siècle et ce début du 20e siècle. Et on avait vu que, pour conclure, cela était notamment dû au fait que c'était un régime nouveau, encore précaire, à l'avenir incertain, qui réussit justement à instaurer dans les mœurs ses valeurs républicaines nationales et construit ses propres mythes, son propre mythe national, son propre récit national en amnistiant ses héros et ses grands hommes, que ce soit Victor Hugo pour la politique, par exemple, ou Louis Pasteur pour la science, qui font tous les deux l'objet de funérailles nationales. Mais à présent, on va voir justement, puisque ce régime est précaire, quelles sont les oppositions. Donc vous pouvez noter, grand 2, les oppositions à la République. Et on va commencer par les mouvements antidémocratiques et l'extrême droite. Donc vous êtes prêts? Petite phase de cours en prise de notes. Du coup, je commence. Les républicains, comme on l'a vu au cours de cette année, ils sont issus au XIXe siècle de la gauche socialiste, proche des milieux ouvriers. Et donc, pour arriver au pouvoir, avec le suffrage universel qu'ils ont eux-mêmes instauré, ils ont dû se rapprocher de la majorité des Français de l'époque, à savoir les campagnes. Et donc, les républicains, à la fin du XIXe siècle, après la Commune, ils se lancent à la conquête des électeurs ruraux. Et ils se font eux-mêmes appeler, à ce titre, les républicains opportunistes, qu'il faut donc distinguer des républicains précédents. Donc les républicains opportunistes, c'est ces nouveaux républicains qui décident de se lancer à la conquête de l'électorat rural, et du coup qui vont renoncer à leur idéologie de base d'une république démocratique et sociale, ce qu'on appellera aujourd'hui un état de providence. Et du coup, avec ça, on voit émerger les différents gradients de gauche qui ont perduré jusqu'à nos jours. Donc, est-ce que vous êtes plutôt opportuniste, c'est-à-dire des républicains modérés qui gouvernent dans le monde actuel avec une sorte de compromis avec les valeurs traditionnelles, ou une gauche plus idéologique qui rêve encore d'une république démocratique et sociale. Mais c'est pas seulement la gauche qui se définit à cette époque, c'est aussi le reste des courants, et notamment les courants de droite, qui jusque-là étaient assez faciles à identifier, c'était tous ceux qui étaient anti-républicains, favorables à l'ordre traditionnel. Mais là, la République s'instaure comme un principe sur lequel il devient difficile de revenir, même si certains la remettent encore en cause, on va le voir. Et du coup, c'est là que se définissent les courants de droite, les courants politiques plus ou moins à droite, que l'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, face à cette République qui s'implante dans les mœurs, à des républicains qui renoncent à une République démocratique et sociale, le laissant à l'extrême gauche, on a aussi une redéfinition des courants de droite, qui se positionnent maintenant par rapport à la République. Et ces courants de droite, ils ont été définis, expliqués, faisant l'unanimité chez les spécialistes, par un travail, l'histoire des droites en France, par René Raymond, dont je vous ai mis la date de la première édition. Alors il a réédité plusieurs fois, c'est pour ça qu'il est passé de la droite en France aux droites en France, avec un S. Donc je reprends ce que je disais, Pour arriver au pouvoir, les républicains ont conquis l'électorat rural, ça on l'avait déjà vu, c'est pour ça qu'on parle de républicains opportunistes, qui renoncent donc à leurs idéologies démocratiques et sociales, qui est reléguée à l'extrême gauche. Mais cette évolution et cette arrivée au pouvoir, et même ce maintien au pouvoir des républicains, qui s'ancre dans les mœurs et les idéologies, redéfinit aussi les courants politiques de droite. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ces courants politiques de droite, ils ont été définis par un spécialiste de l'histoire politique qui fait aujourd'hui consensus aussi bien chez les historiens que chez les analystes politiques français, et qui est encore repris assez souvent comme une clé de lecture des différents courants politiques aujourd'hui.
qui sont vus comme héritiers des courants politiques qui sont définis à cette époque. Premier courant qui est identifié, alors lui ne les appelle pas comme ça, c'est moi qui vous le traduis, c'est les courants libéraux, que lui il appelle les courants orléanistes. Pourquoi est-ce qu'il les appelle les orléanistes? C'est très simple, ce sont les anciens courants politiques qui ont mis en place et gouverné avec la monarchie de Juillet, puis dans une moindre mesure avec le Second Empire. Alors la monarchie de Juillet, c'est un roi de la famille d'Orléans, donc c'est un courant qui est identifié pour son affiliation aux orléanistes à l'origine. Donc premier courant, les orléanistes, qui politiquement sont des libéraux. Donc ce courant, ce sont des anciens alliés des républicains, de gauche à l'époque, qui étaient favorables, rappelez-vous, c'était dans les premiers chapitres, à plus de liberté. Et notamment des libertés économiques face à une société de privilèges de l'Ancien Régime. Donc les libéraux, c'est tous ceux qui sont favorables à plus de liberté, notamment économique, mais pas que, aussi la mise en place de lois constitutionnelles qui limitent les pouvoirs du souverain, et favorable à plus de liberté économique par rapport aux privilèges d'Ancien Régime. Donc ces libéraux qui ont quitté le camp des républicains révolutionnaires, qu'on a étudié au cours de cette année, ils l'ont quitté très tôt, dès qu'ils ont pu arriver au pouvoir, sans les républicains, se sont néanmoins ralliés à l'idée de république. C'est quelque chose qui leur convient, c'est leur idéologie politique de base, mais ils se sont très bien accommodés des régimes autoritaires au pouvoir qui étaient favorables au développement des affaires, comme la monarchie de Juillet et le Second Empire. Donc je reprends, premier courant, c'est un courant issu des libéraux qui se battent pour plus de liberté, aussi bien économique, avec la fin des privilèges, mais aussi politique, avec la mise en place d'une constitution qui définit le droit et limite le pouvoir du souverain, qui se sont ralliés à la monarchie de Juillet, puis au Second Empire. Donc c'est des anciens alliés des républicains, qui sont déjà ralliés à l'idée d'une république, mais c'était très bien accommodé de régimes autoritaires, plus progressistes sur le plan politique que les régimes autoritaires précédents, et favorables au développement des affaires. Donc hérité des courants orléanistes de la monarchie de Juillet. Deuxième courant, la droite dit ralliée. Pourquoi ralliée? Puisque c'est une droite qui décide finalement de se rallier à la République Cette droite, elle est constituée d'anciens milieux conservateurs et royalistes, aussi bien des royalistes modérés, des tenants de l'ordre social, etc., mais une ancienne droite conservateur et royaliste qui finit par accepter l'idée de république, et donc qui se rallie à la République. Elle se rallie à la République à partir du moment où celle-ci, justement, devient plus modérée, avec les républicains opportunistes, devient plus modérée et renonce au socialisme révolutionnaire d'antan. Et l'événement de ralliement, puisque c'est une droite issue des mouvements conservateurs et royalistes, c'est en 1892, quand le pape invite les catholiques à intégrer la République pour coopérer et défendre les intérêts de l'Église plutôt que de s'opposer frontalement. Donc la droite ralliée, deuxième courant, c'est une droite, c'est l'ancienne droite vraiment royaliste, conservateur, dont une partie modérée accepte de se rallier à la République lorsque celle-ci devient plus modérée. Et l'événement charnière, c'est 1892, lorsque le pape invite les catholiques à intégrer la République. Donc je reprends jusque-là. On a deux courants historiques. Un premier qui sont les libéraux, des anciens alliés des révolutionnaires et des républicains d'antan, qui se battent pour plus de liberté politique mais aussi économique.
donc qui sont d'anciens alliés des républicains, donc tout à fait enclins à l'idée de république, mais qui s'accommodaient de régimes plus ou moins autoritaires, mais favorables à un certain libéralisme. Tout d'abord la monarchie de Juillet, d'où ils tirent leur nom, le nom que leur donne René Raymond, à savoir les orléanistes, puis dans une moindre mesure le Second Empire. Deuxième élément, une droite conservatrice, souvent monarchiste, mais qui comporte aussi des éléments modérés, qui ont accepté de se rallier eux aussi à la République, lorsque le pape invite les catholiques de France, je le précise, à intégrer la République pour défendre les intérêts de l'Église, en participant à la République, via le vote, etc. Mais il y a un troisième courant. Il y a un troisième courant qui constitue aussi bien des monarchistes radicaux, qui ne se sont pas ralliés, donc une partie des monarchistes, une partie des légitimistes, comme les appelle René Raymond, qui ne se sont pas ralliés à la République, mais aussi les anciens bonapartistes. Donc à côté des libéraux, à côté des anciens conservateurs et royalistes qui sont ralliés à la République, une partie des monarchistes plus radicaux, c'est-à-dire de conservateurs assez radicaux, et d'anciens bonapartistes, eux, dénoncent l'idée de République. Si vous voulez, là on est dans l'ancêtre de l'extrême droite. C'est la naissance de l'extrême droite qu'on connaît aujourd'hui. Issu à la base des anciens conservateurs les plus radicaux, les plus royalistes, et d'anciens bonapartistes, donc partisans d'un gouvernement autoritaire et militaire fort, qui eux dénoncent l'idée de république. Alors qu'est-ce qu'ils dénoncent? Tout d'abord, ils dénoncent le principe même de la République, le principe démocratique, qui est le parlementarisme, c'est-à-dire le fait qu'on élue des représentants qui vont ensuite décider des lois. Pour eux, le parlementarisme, donc cette comédie que met en place la démocratie et la République, c'est une escroquerie. Pourquoi c'est une escroquerie? Parce que c'est simplement une escroquerie pour spolier le pouvoir du peuple. Pour eux, cette pseudo-démocratie, sous la forme du parlementarisme, donc d'élire des parlementaires qui vont discuter des lois et prendre les décisions, c'est une escroquerie qui spolie le pouvoir du peuple. Alors qu'un dirigeant fort, qui serait un roi élu par Dieu pour les monarchistes les plus radicaux, ou un militaire éclairé pour les anciens bonapartistes, un dirigeant fort, lui, il saurait prendre les bonnes décisions et faire régner l'ordre. On est vraiment dans une droite conservatrice, donc la notion de faire régner l'ordre est très importante. On est dans la définition même de ce qui fait l'identité d'une droite dure. Donc c'est ça les ressorts de l'extrême droite, de la naissance de l'extrême droite. C'est d'anciens monarchistes radicaux qui ne sont pas ralliés à la République, qui font pas partie des monarchistes qui sont ralliés, mais aussi un autre camp qui sont les anciens bonapartistes, qui dénoncent la République. Pour eux, c'est une escroquerie. Le parlementarisme, c'est une escroquerie qui permet simplement à des gens, à des parvenus, qui n'ont pas de légitimité, qui ne sont pas élus par un dieu, qui ont une légitimité monarchique, qui ne sont pas légitimes pour les monarchistes. Ce ne sont pas des gens compétents pour les bonapartistes, ce sont simplement des gens, des escrocs, qui ont escroqué le peuple en se faisant élire à des postes de pouvoir, à la place d'un dirigeant fort, éclairé, qui saurait prendre les bonnes mesures et faire régner l'ordre. Et ils ne sont pas unis, cette extrême droite, puisque c'est une partie des monarchistes, mais qui ne se sont pas ralliés à la République, et une partie du troisième grand courant, qui sont les bonapartistes. Donc trois grands courants, les libéraux, issus de la monarchie de Juillet, des courants donc orléanistes, les conservateurs et les monarchistes, dont une partie se rallie à la République, et une autre la dénonce, ainsi que les anciens bonapartistes, qui eux sont aussi anti-républicains, comme les monarchistes les plus radicaux, mais qui en ont rien à faire par contre de cette histoire de dirigeants élus par Dieu, qui eux pour le coup dénoncent la République, refusent de s'y rallier, pour eux c'est une escroquerie qui permet à des parvenus de spolier le pouvoir du peuple à la place d'un dirigeant fort, soit un roi élu par Dieu si vous êtes dans les monarchistes qui ne se sont pas ralliés, soit un militaire éclairé si vous êtes plutôt du côté des conservateurs, des bonapartistes, qui saurait prendre les bonnes mesures et faire régner l'ordre. Et donc quel est leur point commun?
vu qu'ils sont pas tout à fait d'accord, enfin, ils sont d'accord pour dénoncer la République, mais ils sont pas d'accord sur qui doit en prendre la tête, entre un roi élu par Dieu et un homme fort, leur point commun, c'est que face à cet homme fort, que ce soit un roi élu par Dieu, de roi divin d'une certaine manière, ou un militaire, un homme compétent, juste et digne de la fonction, ils vont dénoncer un élément important, cette extrême droite naissante, nouvelle, dénonce un élément important que sont ce qu'on appelle les classes intermédiaires. Alors qu'est-ce que c'est les classes intermédiaires? Les classes intermédiaires, ce sont toutes les fonctions qui vont venir s'interposer, servir d'intermédiaires, de filtres, qui vont venir parasiter selon eux, donc qui vont venir s'interposer, servir de filtre entre le discours du dirigeant providentiel, ce roi élu par Dieu ou ce militaire, et le peuple. Tous ces gens qui viennent servir d'intermédiaires, qui viennent analyser, critiquer, qui viennent parasiter le discours, le rendez-vous providentiel entre l'homme fort et le peuple. Et donc ça peut être aussi bien les parlementaires, ces gens corrompus, parvenus, qui sont faits élire là uniquement pour le pouvoir et qui sont incompétents. Ça peut être aussi bien la presse qui vient pervertir et détourner l'information. Ça peut être aussi bien les syndicats, qui eux aussi ne pensent qu'à leur profit. Bref, tous qui sont des représentants élus ou des intermédiaires comme la presse, qui viendraient s'interposer, faire un filtre, servir d'intermédiaire entre le discours du dirigeant providentiel, qui n'est là que pour servir le peuple et ses intérêts, mais bon, c'est autre chose, et le peuple lui-même. Donc là, j'ai bien répété, j'ai bien expliqué, j'espère que c'est clair. Donc nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est moins les nouveaux courants de droite et de centre-droit, issus des libéraux et de la frange modérée des monarchistes, puisque eux, on vient de le dire, ils sont ralliés plus ou moins tôt à l'idée républicaine. Non, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le dernier larron, plutôt les derniers larrons, c'est-à-dire la partie des monarchistes les plus radicaux et les bonapartistes qui dénoncent la République et le parlementarisme, ainsi que toutes les classes intermédiaires, toutes les élites bourgeoises, pourrait-on dire. Même s'ils sont eux-mêmes issus des élites monarchistes, etc. Et donc on va s'intéresser à cette extrême droite. Alors cette extrême droite, elle reste très proche des milieux catholiques traditionnels, et donc c'est elle qui va vraiment dénoncer et combattre, mais être aussi la cible, de la loi de 1905 qu'on a vue, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, c'est aussi une réaction au refus de la coopération d'une partie des plus traditionnalistes, notamment de certains milieux catholiques, en leur enlevant leur emprise sur l'État. Sachant que l'Église catholique y a aussi beaucoup gagné, parce que du coup, elle n'est plus elle-même sous l'emprise de l'État. Et aujourd'hui, vous trouverez peu de religieux qui veulent revenir au système précédent, où au final, c'est l'État qui leur donne des ordres. Donc elles y trouvent leur compte. Cette extrême droite, souvent très proche des milieux catholiques traditionnels, je précise, pas tous les milieux catholiques, la plupart font partie de la droite ralliée, sont de très grands dénonciateurs, souvent de façon très violente, ils dénoncent de façon très violente au sens propre du terme, avec des violences, des milices armées, des actions coup de poing, ils dénoncent violemment les parlementaires en se saisissant du moindre scandale ou scandale de corruption qui permet de justifier le fait que les parlementaires sont des escrocs qui n'ont rien à faire là. Quand bien même il y aurait beaucoup moins de corruption, d'abus de pouvoir et de détournement que sous les régimes autoritaires, parce que la démocratie limite l'abus de pouvoir. Mais non, eux, ils veulent montrer que le parlementarisme c'est une escroquerie, que les parlementaires sont tous des vendus, donc ils sont là, prêts à dénoncer tous les scandales de corruption pour cracher sur le système parlementaire, le système démocratique si vous préférez, pour faire plus simple, à la moindre occasion. Alors comment ils vont faire ça, notamment leur action violente? Ils vont former ce qu'on appelle des ligues d'extrême droite et des ligues antisémites,
Donc ils vont fonder des ligues d'extrême droite et des ligues antisémites. Alors pourquoi il y a des ligues antisémites? Parce que c'est une époque où il y a beaucoup d'immigration juive, des juifs issus d'Europe de l'Est, notamment de l'Empire russe, qui fuient les persécutions. Donc il y a beaucoup de juifs qui arrivent en France à cette époque-là. Donc ils vont former des ligues d'extrême droite et des ligues antisémites. D'ailleurs, il y a une ligue qui s'appelle la Ligue antisémite. Les dirigeants et les fondateurs de ces ligues restent encore parfois présents dans nos paysages sans qu'on le sache, c'est-à-dire que leurs noms sont présents sur les noms encore de certaines rues, de mairies ou même de conseils municipaux, tout simplement, qui pouvaient à l'époque leur être encore favorables. Des Roulets, Maurras, etc. C'est des fondateurs de mouvements d'extrême droite, notamment de ligues d'extrême droite. Donc ils forment des ligues d'extrême droite, donc des mouvements d'extrême droite, souvent assez violents, qui mènent des actions violentes contre les juifs ou contre les élites républicaines. Donc troisième élément de cette extrême droite, souvent proche des milieux catholiques traditionnels, on l'a vu, qui forment des ligues d'extrême droite. Enfin, troisième élément, ils sont militaristes. C'est-à-dire qu'ils sont favorables à l'armée, parce que l'armée, c'est un ordre social par des généraux, donc non pas par des représentants élus, par des chefs forts, qui font régner l'ordre, avec une discipline très importante à l'armée. Donc, idéologiquement, c'est très proche de la façon de penser de ces ligues d'extrême droite. Donc, ils sont militaristes, ils sont très favorables à l'armée, très favorables au système militaire, et cela d'autant plus que, je vous le rappelle, on l'a déjà vu, avec la culture républicaine, c'est développer le service militaire universel, donc cela d'autant plus que l'armée, elle est devenue très présente dans cette jeune république. On a une armée qui est devenue omniprésente dans cette république. Et du coup, s'ils se sentent très proches de l'armée, ce qui ne veut pas dire que toute l'armée est très proche d'eux, et du coup qui sont favorables à des régimes militaires avec des hommes forts, qui sont là parce qu'ils le méritent, qui savent faire régner la discipline, ils vont fomenter, sans y arriver, mais ils vont fomenter, plusieurs tentatives de coup d'état militaire contre cette jeune république. Donc ils vont tenter de se rapprocher de généraux et de les inciter à organiser un coup d'état, à prendre le pouvoir. Avec des résultats divers, mais sans jamais réussir à renverser la République, malgré plusieurs tentatives. Et donc, ces mouvements violents, qui créent des agitations, et des tensions dans la société, entre les républicains, entre cette droite anti-républicaine, qui fait des nombreux actes violents, et quelques tentatives de coup d'état militaire, cela éclate, le paroxysme de ces tensions, c'est à l'occasion d'une affaire rendue publique qui amène à re-questionner justement le rôle de l'armée dans la société. Quelle est la place, quel est le pouvoir à donner à l'armée dans la société? Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec petit 2, la mobilisation autour de l'affaire Dreyfus, qui est un point obligatoire du programme. Donc je vous laisse le noter, petit 2, la mobilisation autour de l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus, qu'est-ce que c'est? C'est l'accusation à tort. C'est l'accusation. L'affaire Dreyfus, c'est l'accusation à tort d'un officier juif, donc un officier juif de l'armée française, qui est accusé à tort d'espionnage pour l'Allemagne. Donc l'affaire Dreyfus, c'est l'accusation à tort d'un officier juif de l'armée française d'espionnage pour l'Allemagne. Vous pouvez mettre pause, j'affiche la suite. Cette affaire, elle provoque une mobilisation des intellectuels pour défendre l'état de droit face à plusieurs généraux rapidement soutenus par les mouvements d'extrême droite, ça ne vous étonnera pas, qui refusent de reconnaître leur erreur au nom de l'honneur de l'armée, et donc, d'après eux,
au nom de la France. Donc l'affaire Dreyfus, c'est l'accusation à tort d'un officier juif de l'armée française d'espionnage pour l'Allemagne. Cette affaire, elle provoque une mobilisation des intellectuels, le mot vient de là, pour défendre l'état de droit face à plusieurs généraux qui sont rapidement soutenus par des mouvements d'extrême droite. Des généraux qui refusent de reconnaître leur erreur au nom de la sauvegarde, de l'honneur de l'armée et donc de la France. Pour cela, pour étudier cette affaire, on va se servir d'une étude de documents. Donc une étude de documents, je vous rappelle ce que c'est l'épreuve telle que vous allez la voir au bac, pour laquelle je vais vous préparer. C'est une étude comparative de deux documents, dans la forme où on vous l'a fait pour l'instant au bac, à partir d'une sorte de question plan mélangée qui vous est donnée. Alors là, ces documents, ils sont assez complexes. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup de choses. Je vais vous aider lors de la correction, vous aurez du mal à tout trouver. Et du coup, je vais plutôt vous demander, pour la prochaine fois, de commencer par rédiger l'introduction de ce devoir, pour qu'on puisse déjà faire la correction ensemble et voir ce qu'il en est avant d'analyser vraiment l'ensemble des documents. Donc pour la prochaine fois, je vous demande de faire l'introduction de ce devoir.